pour replacer un peu le contexte, on parle du conflit du Tigré. Et le Tigré est une région ou une province qui est localisée au nord, totalement au nord de l'Éthiopie. Donc, c'est l'extrême nord de l'Éthiopie et à la frontière avec l'Érythrée. Donc, il y a une très grande frontière que cette province du Tigré partage avec l'Érythrée. Et c'est donc de cette zone dont on parle, c'est cette zone qui est en conflit aujourd'hui. Et pour donner un peu le contexte historique, en 91, à la fin de la guerre civile qui a secoué l'Éthiopie, l'Éthiopie, le pays retrouve une certaine stabilité et la classe dirigeante forme en fait ce qu'on peut appeler un parti dominant. Et c'est le parti qui est Ethiopian People's Revolutionary Democratic Fund, ou alors en français, que je vérifie, je ne vais pas me tromper. Le Front démocratique révolutionnaire du peuple éthiopien, voilà. Donc c'est un front qui réunit des représentants de chaque grande tribu, de chaque grosse tribu principale en Éthiopie. Donc pour donner le contexte, en fait, l'Éthiopie est habitée l'Éthiopie est habitée par un certain nombre de tribus. Il y a quatre grosses tribus qui sont représentées, et il y a de nombreuses autres tribus, bien évidemment, mais il y a quatre qui sont notamment les plus représentatives. Donc, au sein du FDRPE, toutes ces dynamiques, les représentants de chaque tribu sont donc représentés. Et donc, c'est ce front-là qui gère le pays. Et rappelons que c'est un État fédéral. Donc, chaque province qui est en fait habitée par un groupe ethnique majoritaire, dispose d'une grande autonomie. Et c'est donc cette autonomie-là qui permet une certaine stabilité du pays depuis 91. Et donc la Constitution donne beaucoup de pouvoir, donne beaucoup de liberté et d'autonomie à ces provinces et aux autorités locales dans ces provinces. Donc, fast forward, on est en 2018, l'Éthiopie va élire un nouveau Premier ministre, Abiy Ahmed, qui devient le Premier ministre le 2 avril 2018. Donc, ce nouveau Premier ministre, parce que c'est très important, c'est à partir de ce moment disons, les germes du conflit actuel sont formés. Et on en arrive à la situation dont on est en train de parler aujourd'hui. Donc, le nouveau Premier ministre arrive avec deux axes majeurs de sa stratégie. La première stratégie, c'est de procéder à la réconciliation avec l'Érythrée. La deuxième stratégie, c'est de créer un pouvoir unifié, plus fédéré. Donc, de regrouper le pouvoir, de centraliser le pouvoir de manière unifiée au sein du Front démocratique révolutionnaire, du FDRPE dont on vient de parler. Donc, de diminuer, de réduire un peu l'autonomie dont les provinces disposent et de les réunir au sein du pouvoir fédéral, du pouvoir central. Donc, étant dans cette deux dynamiques-là, la démarche est enclenchée et les autres régions, les Oromos, les Amaras et les Tigréens donc sont invités à participer à ce qu'il appelle le Parti de la prospérité, qui est donc ce parti unifié qui voudrait remplacer le front populaire, le Front démocratique révolutionnaire, et dans ce parti centralisé, là le pouvoir est uni, est gardé, et les régions et l'autonomie des régions est petit à petit réduite. Donc, l'invitation est lancée et les représentants des Oromos, des Amaras et des Tigréens de la région du Sud acceptent, mais le Front libéral du peuple tigréen, le FLPT, refuse d'être incorporé. On est en 2018. Alors, pour expliquer, s'il faut expliquer un tout petit peu plus, disons que ce pays étant réparti de cette manière, de cette façon, on va dire, ethnocentrique, chaque région, en fait, est dominée par une seule ethnie.
Et donc, on va dire quoi, chaque région disposant de cette autonomie peut décider si elle veut ou pas, ou si elle est disposée à rentrer dans ce parti de la prospérité ou le parti unique ou le parti centralisé. Et donc, mais tous les autres partis ou bien toutes les autorités des autres régions acceptent, à l'exception du Front de libération du peuple tigré, du peuple du Tigré, qui sont les représentants de cette province du Tigré au nord dont on est en train de parler. Et donc, dans ces deux, restons sur ces deux politiques. La première qui implique la réconciliation avec l'Érythrée n'est pas déjà du goût des autorités du FLPT. Et ensuite, cette tentative, on va dire quoi, de centraliser le pouvoir à Addis Abeba au sein du parti de la prospérité n'est pas non plus de leur goût. Donc les tensions, en fait, commence à grandir à ce moment-là et ce rapprochement avec l'Érythrée étant poursuivi, cela crée une certaine tension au niveau de la frontière, évidemment, parce que on va dire quoi, pratiquement la moitié de la frontière entre l'Éthiopie et l'Érythrée appartient en fait à la province du Tigré. Donc, à partir de 2020, de août 2020, donc le FLPT devient donc un parti séparatiste. Il décide, il tient ses propres élections législatives et il élit de nouvelles autorités et donc se déclare totalement, coupe en fait toute dépendance et toute relation avec le pouvoir central à Addis Abeba. Et donc, qu'est-ce qui accélère de plus cette crise? C'est que l'armée de cette province, l'armée du FLPT, attaque une base militaire du pouvoir central du premier ministre éthiopien Abiy Ahmed. Et donc, c'est cette attaque en fait qui déclenche les hostilités que nous connaissons aujourd'hui. Alors, dans une intervention télévisée, le premier ministre à ce moment-là déclare que cette attaque a été repoussée, mais que les forces de sécurité vont on va dire quoi, réagir et aller à l'affrontement avec les forces du FLPT. Donc voilà comment on arrive à cette situation d'aujourd'hui. Et depuis donc le 5 novembre, l'état d'urgence est déclaré pour 6 mois par le gouvernement central d'Addis Abeba et une opération militaire avec force de l'artillerie est enclenchée contre le FLPT. C'est donc dans cette situation qui engage, qui déclenche en fait les forces qui mettent les forces éthiopiennes en conflit et qui crée ce climat de quasi-guerre civile que nous connaissons aujourd'hui. Et dans la nuit du 9 au 10 novembre, il y a les forces gouvernementales ont essuyé une défaite contre les miliciens tigréens et supposément il y a environ 600 civils Amara, de la tribu Amara qui sont affectés, qui ont été massacrés parce que les miliciens se vengent en fait. Et il y a ce drame qui survient et qui déclenche la réaction de toute la communauté internationale. On va parler de International Crisis Group. L'ONU intervient, l'ONU passe des annonces pour dénoncer ces massacres et les réfugiés affluent vers le Soudan voisin. Et donc, à partir de ce moment, entre le 14 novembre et maintenant, le gouvernement s'est donc engagé dans une campagne de reconquête des villes occupées par le FLPT. Donc, le 16 novembre, le gouvernement récupère Alamata dans la province du Tigré. Le 19, le gouvernement récupère Shire et Aksum. Et le gouvernement annonce le lendemain avoir récupéré Adwa, Torona, Zalambesa, Meroni, etc., etc. Et au fur et à mesure, c'est le nombre de réfugiés. On parle aujourd'hui notamment de presque 36 000 réfugiés au Soudan voisin. Et le nombre de réfugiés ne cesse d'augmenter. Il faudrait que je vérifie d'ailleurs le nombre de réfugiés au moment où on parle, si je peux avoir cette donnée. Bref, voilà l'état du conflit. Donc, à ce jour,
on totalise à peu près 500 membres des forces du Tigré qui ont été tués par l'armée éthiopienne. Et du côté des forces gouvernementales, on n'a pas de chiffres encore officiels. Mais ce qui se passe, c'est donc le 26 novembre, donc il y a 2 jours, a expiré l'ultimatum lancé par le Premier ministre aux forces du FLPT de capituler. Donc le 24 novembre, non, le 22 novembre, pardon, il a lancé un ultimatum, je parle du Premier ministre, il a lancé un ultimatum pour que les forces tigréennes capitulent et pour mettre fin au conflit. Et 72 heures plus tard, n'ayant pas reçu cette capitulation, les forces gouvernementales sont rentrées en territoire tigréen et les attaques se poursuivent. Je pense que l'offensive continue au moment où on parle et les forces gouvernementales annoncent la victoire et la récupération des territoires contrôlés par l'armée tigréenne. Donc, comme je disais, on parle de pratiquement 500 membres de l'armée tigréenne qui ont été tués par les forces gouvernementales. On n'a pas les chiffres officiels du côté gouvernemental, mais du côté, le nombre de réfugiés augmente, le nombre de victimes civiles ne cesse d'augmenter. Et jusqu'à ce qu'on arrive à la fin du conflit, on ne pourra pas dire avec exactitude. Je pense que c'est le bilan post-conflit qui nous permettra d'avoir des estimations précises du nombre de victimes civiles. Mais on parle déjà au niveau de l'ONU on évoque des crimes de guerre. Le HCR est déjà sur place et notamment au Soudan voisin. Donc voilà la situation du conflit. Et je pense avoir un peu brossé l'historique de l'Éthiopie. Alors, quelle est ma lecture de cette actualité? Personnellement, j'aime beaucoup l'Éthiopie. C'est un pays que j'ai visité à plusieurs reprises. J'ai encore des amis sur place actuellement. Et n'oublions pas que l'Éthiopie représente en Afrique, d'ailleurs, c'est un peu la capitale de l'Afrique. Lorsque vous êtes étranger et que vous arrivez pour la première fois à Addis Abeba, comme ça a été le cas pour moi il y a de cela 4 ans, et vous prenez un taxi pour l'hôtel ou pour votre résidence, le chauffeur va toujours vous demander d'où vous venez, et si vous venez d'un pays africain, il vous dira bienvenue dans la capitale de l'Afrique. Donc il y a ce côté, cette fierté que les Éthiopiens ont, et à juste titre, je trouve, d'être la capitale de l'Afrique, pour des raisons historiques, parce que voilà, l'Éthiopie n'a jamais été colonisée. L'Éthiopie a vaincu l'armée italienne au moment de la tentative de colonisation. Si ma mémoire est bonne, on parle de 1906. Donc l'Éthiopie est cette exception en Afrique avec le Libéria peut-être, de pays qui n'a pas connu de colonisation et qui en plus de cela a vaincu la tentative de colonisation d'un pouvoir étranger. Et donc il y a donc cette fierté, il y a cette histoire. Et pour ceux qui ne le savent pas, beaucoup de pays en Afrique subsaharienne utilisent les mêmes couleurs pour leur drapeau, le vert, le rouge, le jaune, avec beaucoup de et donc beaucoup on va dire quoi, de variétés. Donc au Sénégal, je pense ça commence le vert jaune et le rouge. Au Cameroun, c'est le vert, rouge, jaune, et ainsi de suite. Donc à l'exception de quelques pays, peut-être le Gabon, le Congo et la RDC, et donc à l'exception de quelques pays qui ont le bleu ou qui emploient d'autres couleurs ou la couleur orange comme en Côte d'Ivoire, eh bien la plupart des pays en Afrique subsaharienne emploient 3 couleurs principales, le vert, le rouge et le jaune, avec quelques dérivations, mais l'origine en fait de ces couleurs, quelqu'un m'a souvent demandé pourquoi les pays africains ont les mêmes couleurs sur leur drapeau. Eh bien, l'origine en fait, ça vient d'Éthiopie. C'est que dans les années 1960, fin des années 50, début des années 60, qui a été le moment où la plupart des pays africains ont accédé à l'indépendance, eh bien, il fallait décider des hymnes nationaux, décider des couleurs nationales, et beaucoup des pays africains en fait ont adopté ces 3 couleurs sur la base du drapeau éthiopien parce qu'ils voulaient représenter cette fierté, ça représente en fait toute la fierté que
l'Afrique ressent en fait vis-à-vis de l'Éthiopie. Et donc, c'est donc à juste titre que la plupart des institutions panafricaines, l'Union africaine et beaucoup d'autres institutions sont localisées à Addis Abeba. Et voilà quoi. Donc c'est un pays absolument important et central pour l'Afrique de manière générale. Et c'est un pays avec un fort symbolisme pour le continent. C'est le pays, n'oublions pas, d'Ethiopia Airlines, la première compagnie sur le continent qui a connu un boom très important et qui dessert les destinations à travers le monde. C'est le pays de très grands athlètes comme Abebe, etc., etc. C'est le pays en fait de Ménélik et donc il y a l'histoire de l'Éthiopie, c'est le pays le plus ancien historiquement avec l'Égypte sur le continent africain. Mais quand on parle de l'Afrique noire, effectivement, c'est le pays le plus ancien. C'est pas par hasard qu'on retrouve en fait l'Éthiopie mentionnée d'ailleurs dans la Bible. Donc, si on peut retracer l'histoire de la Bible à plus de 5000 ans, 6000 ans, eh bien, on peut dire que l'Éthiopie est un peuple, est un pays aussi ancien que celui-là. Donc, les interactions notamment entre l'Éthiopie et Israël, ancien Israël bien entendu, remontent à très très longtemps. Donc, voilà, c'est un pays riche en histoire, c'est un pays riche en symbolisme pour le continent africain. Et c'est donc avec beaucoup on va dire quoi, de frustration et de colère, un certain degré de déception, en fait, que j'observe personnellement le drame qui s'y déroule et pour la connexion personnelle que j'ai avec le pays en question, pour y avoir travaillé et pour avoir encore des relations personnelles sur place. C'est donc un peu... personnellement, c'est une situation que je trouve triste et douloureuse. Donc, oui, l'une des choses que je voulais mentionner, c'est l'Éthiopie est le seul pays africain à avoir participé, à avoir envoyé des soldats lors de la guerre de Corée. Donc, lorsque l'ONU envoie des forces conduites par l'armée américaine pour venir repousser les forces nord-coréennes et chinoises qui envahissent la Corée du Sud, eh bien, là, il y a un groupe de 11 pays, si ma mémoire est bonne, 11 pays, et l'Éthiopie est, je crois, le seul pays africain qui envoie un contingent qui viendra combattre pour reconquérir les terres qui avaient été occupées par l'armée nord-coréenne. Donc, la Corée du Sud et l'Éthiopie ont d'ailleurs une relation très, très, très intime, très proche, très cordiale. Et donc, je pense que l'Éthiopie est parmi les pays africains qui n'ont pas besoin de visa, par exemple, pour venir en Corée du Sud. C'est donc avec beaucoup de tristesse que j'observe l'évolution ou le déroulement du conflit, avec un pincement de cœur et en souhaitant que les choses retrouvent rapidement un certain équilibre, que le calme revienne très rapidement. Il faut dire qu'on n'est pas encore dans une situation de guerre civile complète. C'est un conflit très localisé, très réduit à une région très spécifique. Et comme pour comprendre en fait l'origine avec l'histoire que je viens de brosser, il faudrait pouvoir réaliser que le nouveau Premier ministre, donc qui aujourd'hui a 2 ans de mandat, a tout à fait raison de vouloir entamer un processus de réconciliation avec l'Érythrée. Pour moi, ça a toujours été dommage parce que, pour ceux qui ne le savent pas, l'Éthiopie est un pays enclavé. L'Éthiopie est un pays dans le continent qui n'a pas accès à la côte. Et donc, l'une des grosses difficultés pour l'Éthiopie, parce que le gouvernement actuel et précédent a engagé depuis une dizaine d'années maintenant un très grand processus de redynamisation de l'économie éthiopienne en faisant venir beaucoup d'investisseurs. Il y a d'ailleurs 3 grandes zones industrielles qui ont été créées. 3 grandes zones. J'ai visité d'ailleurs la deuxième lors de ma visite il y a 4 ans sur place. Donc le gouvernement
engagé un très très grand processus de développement et de modernisation du pays, en commençant par la capitale Addis Abeba. Et donc, dans ce processus, il a besoin d'avoir un accès à la côte. Et donc, pour y arriver, ce que l'Éthiopie a fait, c'est de construire un chemin de fer, pas de construire, mais de restaurer un chemin de fer qui part de Djibouti, qui est à la côte qui donne accès à l'océan Indien, c'est bien ça, la mer Rouge, pardon, qui donne accès à la mer Rouge. Et c'est donc par là que les produits importés pour l'Éthiopie passent. Arrivés à Djibouti, ils prennent le train. Et donc, à l'époque, le train mettait pratiquement 2 semaines entre la côte djiboutienne et la capitale Addis Abeba, mais avec un projet financé par la Chine et par la Banque mondiale, eh bien, ce temps a été réduit à 2 jours, maximum 3 jours, et donc les vivres, les conteneurs qui arrivent à la côte djiboutienne peuvent être transportés rapidement à Addis Abeba dans un très court délai. Mais en fait, la distance qui part d'Addis Abeba jusqu'à la côte de Djibouti est extrêmement longue. J'ai oublié la distance exacte, mais il aurait été beaucoup plus facile de passer par la côte érythréenne pour arriver à Addis Abeba. Et donc, la seule raison pour laquelle ce chemin de fer ou ce projet de chemin de fer n'a pas été fait entre Asmara, qui est l'Érythrée, et Addis Abeba, c'est parce qu'il y a une situation de conflit. Et depuis la fin de la guerre qui a opposé l'Érythrée à l'Éthiopie, il n'y avait jamais eu en fait d'armistice, il n'y avait jamais eu de traité de paix. Mais non, il y a eu une armistice, pardon, mais il n'y a pas eu de traité de paix. Donc, le conflit était toujours lancinant et latent. Et donc, c'est ce qui justifie que l'Éthiopie est obligée en fait de passer par Djibouti pour avoir accès à la côte et faire venir ses produits importés à l'intérieur. Donc, l'initiative du nouveau Premier ministre, en fait, d'engager la réconciliation avec l'Érythrée, pour moi, c'est une très, très bonne initiative parce que cela ouvre un grand nombre de possibilités pour l'Éthiopie et aussi pour l'Érythrée, bien entendu. Donc, dans la deuxième partie, donc, qui est ce processus, en fait, de centralisation du pouvoir au sein du Parti pour la prospérité, à mon sens, ça a été le véritable, on va dire quoi, l'étincelle qui est venue, en fait, enclencher un terrain qui était déjà on va dire quoi, miné, un terrain qui était déjà assez couvert de mines et couvert d'huile. Et donc, la petite étincelle, c'était de vouloir absorber et réduire l'autorité des autorités locales et provinciales. Et pour moi, ça a été l'initiative qui a vraiment déclenché cette crise. Alors, pourquoi est-ce que cela a déclenché? Quelles sont les perceptions locales? Quelles sont les dynamiques locales? Eh bien, il faudrait être vraiment sur place et connaître l'Éthiopie et le contexte éthiopien très en profondeur pour pouvoir le dire. Mais mon analyse en tant qu'observateur extérieur, c'est que comme je le dis toujours, dans le contexte africain, avec toutes les dynamiques, la pluralité en fait de couleurs et d'ethnies et de tribus, de peuples que nous avons, et ajouter à cela le contexte en fait d'indépendance ou de formation de nos pays qui n'a pas nécessairement obéi à cette différence de culture là. À mon sens, le plus de liberté on donne aux autorités au niveau régional et au niveau local, le mieux c'est pour la paix et l'équilibre dans nos pays. Comme je le disais la semaine dernière pour le Cameroun, l'idéal c'est d'avoir le modèle de décentralisation actuel totalement implémenté, et à mon sens cela va aboutir ultimement, peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, peut-être après-demain, et là je parle de manière figurée, cela aboutira on va retourner à un système fédéral qui donne véritablement aux localités décentralisées, aux régions, le pouvoir de décider pour leur propre destinée. Et je pense que toute dynamique ou toute initiative en fait qui emprunte le chemin inverse est susceptible de déclencher des crises comme on le voit actuellement en Éthiopie. C'est dommage que cela en arrive au conflit armé, mais c'est une crise pour moi qui naît d'une tentative en fait de réduire ou de phagocyter
l'espace des autorités ou du pouvoir local. Pour moi, le pouvoir local doit être renforcé, doit être autonomisé autant que faire le plus possible et pas absorbé et réduit dans son autorité. Pour moi, c'est la clé, ou si on veut, c'est un peu le nœud de la question. Et j'espère qu'au terme de ce conflit, le pouvoir central pourra tirer cette conclusion. Mais vu comment le conflit, en fait, se passe et s'oriente, cela sera difficile. Pourquoi? Pour une raison simple, c'est que quand on s'engage dans un conflit armé, eh bien le vainqueur à la fin du conflit armé dicte les termes de la paix. Et donc, au terme de ce conflit, qui me semble qui va être très court, et le pouvoir central va totalement écraser les forces du FLPT, eh bien le pouvoir central va dicter les termes de la paix. Et les termes actuellement au niveau du pouvoir central, c'est de former un gouvernement centralisé et de révoquer en fait l'autorité l'autorité des forces ou des représentants régionaux, des représentants locaux. Ce qui veut dire que en ces termes-là, cette région du Tigré va perdre encore plus de son autonomie et être totalement rattachée au pouvoir central. Et donc, les nouvelles autorités qui vont être ou élues ou nommées vont donc très probablement rentrer, en fait, adhérer au parti, il appelait ça quoi, le parti de la prospérité. Et c'est pour moi, s'il fallait pronostiquer, je pense que c'est dans cette direction-là qu'on est en train d'aller. Et à la fin du conflit, au terme du conflit armé. Bon, je peux me tromper, mais mon observation, c'est celle-là. Donc, au plus vite on arrive à la fin du conflit armé, au plus vite les populations, les réfugiés peuvent retourner dans leur maison, dans leur localité, et le mieux c'est. Et voilà quoi.